Un club de lecture consacré aujourd'hui aux livres contre l'oubli. Quels enjeux mémoriels? Comment la littérature peut s'en saisir? On en parle avec nos deux invités, la romancière Chloé Corman. Après un premier roman en 2010, Les Hommes couleurs au Seuil, elle a signé ensuite, dans la même maison d'édition, Les Saisons de Louve-Pleine et Midi. Le récit Tu ressembles à une juive et aujourd'hui, le roman Les Presque Sœurs. L'écrivain et éditeur Joachim Schnerf est également avec nous. Il a publié chez Grasset son troisième roman, Le Cabaret des Mémoires, après Cette nuit, paru chez Zulma en 2018 et Mon sang à l'étude aux éditions de l'Olivier en 2014. Bonjour Chloé Corman. Bonjour Olivia, j'espère. Bonjour à vous et bonjour Joachim Schnerf. Bonjour. Bonjour et rebonjour à Sébastien Thème avec Rebonjour, vous Olivia. aujourd'hui au sommaire. On donnera la parole à vos lectrices, Chloé Corman et Joachim Schnerf, et puis on entendra la femme de lettres, professeure et responsable du programme Baudelaire à la Fondation Robert de Sorbonne, qui réfléchit avec ses élèves à la question du devoir de mémoire. Mais on commence avec une citation de Primo Levi que vous pouvez retrouver sur Instagram, #BookClubCulture. La citation, c'était « Auschwitz m'a marqué, mais ne m'a pas ôté le désir de vivre. Au contraire, cette expérience a accru mon désir. Elle a donné un but à ma vie, celui de témoigner, afin qu'une chose pareille n'arrive plus jamais. » Je voulais vous proposer à tous les deux d'y réagir. Comment vous entendez aujourd'hui cette citation de Primo Levi? Joachim Schnerf, peut-être pour commencer. C'est une citation qui résonne évidemment, et je pense que et en littérature et au niveau de l'époque, cette question de la transmission, cette question de la vie dans la transmission et de la nécessité de transmettre comme mouvement vital. Voilà, exactement, comme mouvement vital et comme but. Voilà, c'est quelque chose qui résonne fortement pour moi. Et c'est vrai que dans le Cabaret des Mémoires et dans mon précédent roman, le cadre du roman est une nuit, et c'est vrai qu'à la nuit succède le jour, et c'est cette tension-là vitale vers la lumière qui, à mon avis, est nécessaire. Et évidemment, je me reconnais complètement dans cette citation de Primo Levi. Chloé Corman, est-ce que cette question du devoir de mémoire, elle est inscrite en vous depuis le début de l'écriture particulièrement? Oui, c'est une pulsation qui est là toujours. Et merci pour cette phrase de Primo Levi qui, en effet, résonne beaucoup. Quand j'ai écrit Les Presque Sœurs, j'ai pensé que je voulais qu'on comprenne que ces faits inscrits dans le passé, ces séquestrations d'enfants juifs qui ont duré pendant 2 ans et abouti massivement à leur déportation et assassinat, je voulais que ces événements qu'on comprenne que le passé, ça a été du présent. Que le passé, pour des gens, à un moment, ça a eu la chair du présent. C'est proche. Il faut se rendre compte qu'il y a la plus petite des protagonistes de cette histoire, aujourd'hui, a des enfants de mon âge. Vraiment exactement de mon âge. Donc, c'est même pas... Ça nous touche physiquement. Et le présent a été vraiment l'impératif de ce qui m'a guidée dans l'écriture, parce que c'était important de comprendre que sur 6 petites filles enfermées par Vichy, comment ça se passe? Qu'est-ce qui fait que 3 d'entre elles, dans une atmosphère de fatalité où certains enfants sont raflés, enlevés à elles et disparaissent pour toujours, comment elles arrivent à imaginer une évasion? Et pour ça, il faut le présent, il faut l'incertitude, le doute, un peu d'hésitation pour imaginer. Et dans le désir de vivre qui permettait aussi de traverser cette histoire, il y avait la présence de mes enfants comme interlocuteurs. Le livre, je pense à eux en écrivant ce livre, ils sont présents à tout moment. L'âge de mon aînée était proche de la cadette de ces 6 petites filles. Et aussi, j'ai été enceinte pendant que j'écrivais ce livre. Et ça a changé en fait. Pendant longtemps, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais? Comment tu peux écrire cette histoire? Rendre présent ces faits à côté, en étant près de tes enfants, comme si c'était dangereux pour eux. Et petit à petit, cette impression s'est dissoute. Je me suis dit que ces faits-là
existaient comme des gouffres sur le bord de leur chemin. De toute façon, c'est pas moi qui les avais faits, mais que je pouvais les accompagner avec mes mots. Le cabaret des mémoires, Joachim Schnerf, raconte une évasion romanesque et imaginaire de Samuel à la recherche de Rosa, sa grand-tante désignée comme l'ultime survivante d'Auschwitz, partie après-guerre au Texas. Elle a fui la France, elle voulait plus en entendre parler. Monter un cabaret au milieu du désert. Samuel, c'est un peu votre double, l'enfant que vous étiez à ce moment-là. Et on retrouve quelque chose de la démarche de Chloé Corman, puisque au moment où cette nuit se passe dans la vie de votre personnage, Samuel, qu'il repense à sa jeunesse, qu'il repense à cette grand-tante, il est en train d'attendre l'arrivée de son enfant, de son fils. Donc cette question de la transmission, parce que c'est un roman, un récit aussi autobiographique, elle s'est posée à vous dans cette période-là? Alors c'est un roman avec des personnages de fiction, même si évidemment il y a de moi, en tout cas il y a de l'intime dans ce texte. Vous Euh, alliez être père au moment où vous l'avez écrit, J'étais imaginez. déjà père Mhm. et maintenant je suis père de 2 garçons. Donc oui, évidemment, la paternité est quelque chose voilà, qui me travaille, qui m'interroge. Et effectivement, c'est une nuit particulière pour Samuel, c'est une nuit vertigineuse parce qu'il va donner, enfin, il va donner la vie. Son enfant est déjà né quelques jours auparavant, mais il s'apprête à accueillir son enfant à la maison, son premier-né. Et ce vertige, ce sont un ensemble de questions qui viennent se mêler à la joie parce on peut imaginer que cette nuit-là devait être une nuit joyeuse dans l'attente du lendemain et de l'arrivée de ce bébé. Et en fait, cette nuit, c'est une façon de revisiter aussi sa propre enfance pour Samuel, effectivement, de réinvestir l'histoire de sa grande-tante Rosa, qui est une sorte de mythe familial, et donc l'histoire de la Shoah, avec cette question fondamentale de la transmission, lorsque les derniers ne sont plus là ou sont en train de disparaître. Quel est le sens de cette transmission aux nouvelles générations lorsque les témoins directs ne sont plus là? Et donc, Samuel est pris dans ce vertige-ci et revisite sa propre enfance où la fiction, l'imaginaire, la naïveté de l'enfance se mélangent aux bribes d'histoire qu'il connaît de sa grande-tante. Et en fait, cette grande quête de l'enfance qu'il passait dans les Vosges, dans la maison de ses grands-parents, cette grande quête à la recherche de la grande-tante Rosa est en fait évidemment un merveilleux symbole pour la génération à venir, pour son enfant qui vient de naître. Voilà, et ce livre, vous le dédiez à vos 2 À mes garçons, 2 garçons, Léon et exactement. Noé, pour ne pas les citer. Il y a eu beaucoup de récits, hein, dans les décennies qui ont suivi pour raconter, la Shoah, pour raconter l'horreur, pour raconter la destruction des Juifs d'Europe, pour, reprendre le titre de Raoul Hilberg. On peut penser à l'écriture du désastre aussi, la douleur de Marguerite Duras, les paroles suffoquées de Sarah Kaufmann et avant, cela, bien sûr, les livres de Primo Levi dont on entendait cette citation en ouverture dans la voix de Sébastien Thème et de Charlotte Delbo, entre autres. Pourquoi, en 2022, écrire encore la Shoah ou sur la Shoah aujourd'hui, hein? Vous disiez remettre le passé au présent, Chloé Corman, remettre de la vie aussi. Vous êtes deux natifs des années 80, 87 pour vous, Joachim Schnerf, 83 pour vous, Chloé Corman. Quel éclairage nouveau votre génération peut-elle apporter sur ce drame, cette tragédie, cette période de l'histoire aussi? Chloé Corman. Bah, la Shoah, c'est quelque chose qui ne cesse de se découvrir aussi. Une des choses qui m'a déterminée à écrire ce livre, c'est alors que je viens d'une famille de survivants, alors que certains faits n'étaient pas cachés, qu'il n'y avait pas particulièrement de censure, eh bien, il y a des choses, des pans énormes de cette histoire que je ne connaissais pas. Euh, le point de départ, c'est que on savait que ces 3 petites filles, donc c'est les cousines germaines de mon père, hein, les enfants de l'oncle de mon père, né en 46. On savait qu'elles étaient mortes, assassinées par le dernier convoi. Et leurs parents avant. Mais en fait, je me suis rendu compte il y avait une espèce d'effacement de la perspective et qu'on ne savait rien de ce qui avait été le processus de séquestration des enfants juifs pendant ces 2 années. Ce qu'elles avaient vécu, ces petites filles, et ces milliers d'enfants, ce qu'ils avaient vécu, où ils avaient été placés. Auparavant, il m'était arrivé, c'était dans les années 2010, de me rendre compte que quand je disais Drancy, je ne savais pas du tout de quel lieu il s'agissait.
Je ne savais pas rien de la cité de la Muette, cette cité HLM tout près de Paris, collée à Paris. Donc, en fait, il y a des choses qui tardent à être... le processus de reconnaissance publique est lent, et il y a des choses qu'on met du temps à savoir. Et là, je me suis dit qu'il y avait des faits que je voulais rendre, faire connaître, faire partager plus de monde. D'autant que longtemps a prévalu le silence, hein, et dans les familles aussi, comme vous le racontez tous les deux, vous l'écrivez Joachim Schnerf, il fallait trouver des moyens de raconter autrement. La troisième génération devait être capable de s'affranchir du silence imposé par ses parents et chercher la façon la plus juste de prononcer l'imprononçable. Alors, vos deux livres, vos deux romans sont parus fin août et des lecteurs s'en sont saisis, les ont lus et on va écouter avec vous, Sébastien Thème, un premier avis de lecteur sur votre livre, Joachim Schnerf. Absolument, une lectrice, elle est belge, elle s'appelle Catherine, et vous pouvez retrouver ses coups de cœur de lecture via son compte Instagram Read Read Bird. Si on regarde sur le compte Instagram de Joachim Schnerf, il a écrit une citation sous l'annonce de la publication de son roman. Je cite : « Transmettre, raconter, rêver, pour que toujours revienne la lumière. » Ah ben, c'est ça exactement que j'ai aimé dans son roman Le Cabaret des Mémoires. C'est l'idée sous-jacente du pouvoir des mots. Rosa fait des représentations théâtrales pour raconter l'indicible, des choses qu'elle a vues et entendues, mais jamais des choses qu'elle a vécues. Et Samuel, lui, il tente de mettre les mots sur tout ce qu'il a entendu. Et son enfant sera porteur d'un lourd passé, sans jamais rencontrer un seul survivant des camps. Et donc, Joachim Schnerf a réussi avec brio le mélange entre la fiction et la réalité. Et avec ce roman, il ajoute une petite pierre à l'édifice de la mémoire. Je trouve ça formidable. Catherine évoque le pouvoir des mots. Que peuvent les mots dans la construction, dans la reconstruction de la mémoire? Et est-ce que les mots aussi, c'est de la lumière, peut-être? Les mots, c'est de la lumière, c'est de la littérature aussi. Et les mots ont un grand pouvoir et une responsabilité. Parce que, voilà, on en a parlé au tout début de l'émission, les derniers témoins sont en train de disparaître. Et donc, les mots ont une responsabilité. Nous, écrivains, avons une responsabilité pour trouver une façon de continuer à raconter leur mémoire, leur vie. Parce qu'évidemment, il y a eu des documentaires, évidemment, il y a des témoignages écrits. Comment allons-nous faire par la suite? Et les mots, encore une fois, ont une responsabilité pour trouver la lumière, pour raconter. Parce que vous parliez des années 80, les années où nous sommes nés. C'est aussi une question de génération, parce que voilà, nous sommes aussi la génération qui commençons à avoir des enfants, des jeunes enfants. Et donc, il y a cette responsabilité-là qui nous incombe, il me semble. Et voilà, encore une fois, les mots sont une des façons de pallier comment dire, cet espace entre les générations, une façon de créer des ponts entre les gens qui ont vécu la Shoah et maintenant la 4e génération qui vient au monde. Mais vous aviez envie de l'écrire autrement aussi, hein, cette idée de faire rejaillir la lumière. Vous écrivez aussi où votre personnage, Samuel, dit chanter la Shoah, la danser, la mimer, la fictionnaliser, en rire. Et on verra que Rosa, dans votre livre, elle aussi se raconte à travers ce cabaret qu'elle a ouvert sur la scène de ce cabaret aux États-Unis. Hein. C'est vrai, parce que l'histoire, la petite histoire, l'histoire drôle parfois peut surprendre, notamment dans la bouche d'un rescapé. Mais pour en avoir côtoyer quelques-uns, c'est fascinant de voir justement cette pulsion de vie dans leur bouche. Je pense à Marceline Loridan-Evans, par exemple, qui était vraiment la vie incarnée, et ce n'est pas la seule. Et dans mon précédent roman, Cette nuit, le narrateur place beaucoup de bons mots, de blagues sur la Shoah, des blagues extrêmement limites, mais lui-même est donc rescapé des camps. Et la plupart de ces blagues, en fait, je les ai récupérées à droite, à gauche, chez des rescapés, justement, qui n'hésitaient pas en famille pour mettre mal à l'aise tout le monde, sûrement. En tout cas, pour raconter, pour désigner, pour mettre des mots sur quelque chose voilà, qu'on dit indicible, d'utiliser l'humour. Et je pense que voilà, c'est notre responsabilité de trouver toutes ces façons-là. Il n'y a pas une bonne façon, mais il y a des façons pour raconter tout cela. Oui, et notamment par le jeu, par la mise en scène, hein, parce que c'est une des scènes d'ouverture, vous le racontez, à table, on ne parlait jamais de ce qui s'était passé, si ce n'est à travers le nom, la figure un peu de ce fantôme qui était cette grande-tante Rosa. On ne parlait jamais d'Auschwitz, mais le nom de Rosa faisait jaillir les fours crématoires à l'heure du dessert, écrivez-vous. Et les enfants que sont Samuel et les autres vont mettre en scène en fait ce souvenir. Ils vont se laisser hanter par ce personnage et tenter de le reconstituer à leur
leur manière. Hein. Oui, parce que c'est à la fois un personnage absent et un personnage fabuleux, ce personnage de Rosa. Et c'est ce qu'elle incarne sur scène. Elle raconte, elle est la vie. Les Presque Sœurs, c'est votre roman, le titre de votre roman, Chloé Corman. Un roman enquête pour tenter de retrouver la trace des cousines de votre père, pour mettre des mots sur le silence, comme vous le disiez, qui habitait aussi votre famille. Mireille, Jacqueline, Henriette Corman et 3 autres sœurs figurent dans ce roman. André, Jeanne, Rose, Kaminski, dont les destins se sont croisés. Hein, de ces 3 plus 3 sœurs, ces Presque Sœurs, elles se sont croisées en 1942, internées ensemble. Leur vie de presque sœurs, les Corman et les Kaminski, ont duré 7 mois, aura duré 7 mois depuis l'arrestation à Montargis aux séparations irréversibles. On retrouve, Sébastien Thème, un avis de lecteur Ouais. cette fois, ou lectrice toujours, Lectrice, pardon, ouais. lectrice, Karine. qui a lu votre roman, Tout à Chloé fait, bah Corman. oui. On écoute tout de suite Karine. J'ai toujours été très intéressée et surtout très sensible à cette époque de l'histoire. Et j'ai donc lu de nombreux livres et témoignages à ce sujet. Et pourtant, en découvrant ce livre, je découvre aussi un aspect de la Shoah que je ne connaissais finalement que très peu. Il y a bien sûr un immense travail de recherche et de documentation que j'ai beaucoup apprécié et qui nous révèle des aspects très sombres de la politique de Vichy et de la collaboration en général. Et puis, il y a aussi, et peut-être surtout, le fait qu'il s'agit du destin des propres petites cousines de l'autrice, ce qui donne bien évidemment une dimension très personnelle et très émouvante au récit. Pour résumer, j'ai vraiment beaucoup apprécié cette lecture, pour son aspect historique bien sûr, mais aussi parce qu'il m'a permis de découvrir la plume de Chloé Corman, dont j'ai très envie de lire d'autres ouvrages. Alors, Karine évoque votre travail de recherche, qui part de l'histoire donc des cousines de votre père, mais qui vous a amené à rencontrer aussi d'autres témoins. Comment vous êtes approché de ces témoignages? Comment vous avez enquêté, Chloé Corman? Eh bien, il y a... En fait, il y a une chose désemparante quand on commence ce genre d'enquête, qui est horrible. C'est la documentation du crime par les criminels eux-mêmes, et qui montre à quel point ces actes étaient assumés, étaient montrés. Et donc, au début, ce qu'on a entre les mains, et on le trouve vite, en fait, si on va au mémorial. Et c'est horrible. C'est les listes d'internement. Le trajet de ces petites filles, leurs 6 noms, on les trouve au commissariat, à la prison, à la prison de Montargis. Elles ont été listées. Ensuite, elles ont été listées ensemble en entrant au camp de Beaune-la-Rolande. Elles ont été listées ensemble à chaque fois qu'elles ont été trimballées, séparées, remises dans un nouveau centre. Voilà, il y a quelque chose de montrer et dans l'organisation du crime qui ne se cache pas du tout. Et ça, c'est horrible. C'est pas possible de commencer un roman avec ça, surtout sur des petites filles. C'est comme si on les montrait déjà mortes. Et alors, ce qui m'a mis en mouvement, c'est que, en fait, 3 d'entre elles ont survécu et ont parlé, et que c'était possible de les rencontrer, notamment l'aînée, qui a organisé l'évasion de ses sœurs. Et soudain, je pouvais savoir une chanson que chantait la plus petite de mes cousines. Je pouvais savoir des jeux, comment elles... Et puis ce nom qu'elles se sont donné à elles-mêmes, les presque sœurs, comme un geste... voilà, c'est des petites filles qui sont... Elles ont, au début de l'histoire, au moment où elles sont raflées, elles ont entre 3 et 12 ans. 13 ans. Et donc, c'est horrible de les limiter à des listes. Et ce que je voulais, c'était leur vie d'enfant aussi. C'était rendre sensible ça aussi. Alors, il y a eu un moment... Pardon, mais tout le roman interroge aussi le statut des enfants, hein, justement. Le début d'un cas de conscience qui a été fait pour ne pas du tout subsister, savoir si on les séparait de leur famille ou pas. Est-ce que les enfants étaient finalement internables, déportables comme les autres, hein? Ça, c'est l'enfer du crime conçu par Vichy. C'est-à-dire qu'en fait, quand le génocide devient massif à l'été 42,
avec la rafle du Veldiv et puis des battues dans toute la France, hein, c'est comme ça que les parents sont... en fait, le gouvernement de Vichy veut aussi déporter les enfants. Mais ça ne se fait pas tout de suite à cause des infrastructures, à cause du système d'exécution à l'autre bout des rails à Auschwitz. Donc, on sépare les familles et ensuite, Vichy met en place ce système où les enfants sont internés, sont sous surveillance et on décide, quand il faut compléter un convoi c'est 1000 personnes, on envoie un bus dans un foyer. Et ces foyers, alors on me demandait aussi la façon de l'enquête. Pour moi, dans l'expression, quand on dit un crime a eu lieu, voilà, il faut voir physiquement. C'est un retour sur les lieux du crime, ce que Donc, vous avez réalisé. Qu'ils existent ou pas, par exemple, Beaune-la-Rolande, ça a été rasé, il n'y a plus rien. C'est comme le Veldiv, on ne voit plus les lieux. Mais je suis allée pour voir ce lieu, où, tout de même, cette campagne, qui est une race campagne, où on a l'impression qu'on peut se cacher nulle part. Et vous avez trouvé un lycée agricole à la place. Voilà, le lycée agricole. Mais oui, parce que après, autre chose continue, la vie. Bon, et puis il y a tous ces lieux, ensuite, dans Paris, qui ont été les foyers. Les petites filles, dans leurs lettres, elles disent des asiles. Ce mot un peu ambigu. On ne sait pas si c'est de la séquestration ou si c'est un endroit où elles sont à peu près scolarisées, mais on les trimballe. Des fois, on sépare les fratries, des fois, on sépare les filles et les garçons, des fois, c'est par âge. Et de toute façon, régulièrement, un bus arrive et emporte des enfants qui ne reviennent pas. Et ça, c'est des lieux qui ont repris. Ça est redevenu des associations sociales, des lieux de culte. Voilà. Voilà, vous avez voulu voir tout de vos propres yeux en enquêtant pour ce roman et notamment en revenant sur les lieux du crime, pour essayer d'imaginer l'impensable, pour voir ce qu'elles ont vu, ce qu'elles ont pu entendre, et voir aussi les corps enfermés, voir la promiscuité, constater ce que ces lieux avaient créé comme monstres et ce que ces lieux sont devenus aujourd'hui. Et les camps français notamment, Beaune-la-Rolande, Pithiviers, ainsi que les foyers parisiens, rue Lamarck notamment, où la persécution continuait avant de se déporter, cette persécution dans des camps plus connus comme Auschwitz. Vous racontez l'histoire de ces camps du Loiret qui fonctionnaient depuis longtemps déjà, hein, quand les enfants furent arrêtés. Vous dites qu'ils s'étaient emplis loin des regards, bien avant que cette grande entreprise génocidaire ne soit décelable et que des milliers de personnes avaient été évacuées via la liaison spéciale Pithiviers-Drancy-Auschwitz. L'État français, à vous lire, Chloé Corman, et on ne le rappelle pas suffisamment, a été beaucoup plus proactif, hein, qu'on continue à le dire ou à le penser. D'où peut-être l'importance aussi encore de ces romans aujourd'hui, de ce roman, de ces livres que vous avez écrits. J'ai pu constater en faisant mes recherches que des listes d'enfants avaient été dressées par des préfets, des sous-préfets. C'est sûr qu'il y a eu une continuité dans l'administration. On le sait, mais quand on le vérifie, on se sent autrement. Donc, oui, et puis il y a eu ce système hypocrite, cruel, qui s'est fondé un peu sur le constat de désaveu de l'opinion publique par rapport à la déportation des enfants. Il faut aussi dire ça de la France, que ça, après l'été 42, c'est devenu plus difficile de déporter massivement des familles, des enfants. Mais l'État de Pétain s'est entêté, s'est organisé. Il faut le faire quand même, hein, pour faire un système qui dure 2 ans d'enfermement, déportation des enfants. Faut quand même beaucoup de préméditation et d'organisation, bien sûr. Voilà, il faut prendre la mesure des mensonges de l'État. C'est peut-être la seule morale, écrivez-vous, à tirer de tout ça. Et puis, il y a ces mots qu'évoquait Sébastien Thème, importants, la convocation du billet vert, l'arrêté de libération, qui n'a de libération que le nom, et que vous nous rappelez à travers l'histoire de ces presque sœurs, Joachim Schnerf. Quels sont les mots qui se sont imposés à vous dans ce roman ? Pour prolonger quand même ce rapport à la France, l'une des spécificités de Rosa, c'est aussi justement ce lien brisé avec la France. C'est la France qui l'avait dénoncé. C'est la France qui l'a dénoncé, la France qui l'a accueilli, puis qui l'a dénoncé.
parce que donc elle vient d'une famille polonaise. Elle a émigré très jeune à Paris, dans les quartiers nord. Elle avait ce grand fantasme de la langue française, de la culture française, de la grande assimilation républicaine. Et après-guerre, elle n'a pas pu rester en France, ni même en Europe, en fait. Elle est partie aux États-Unis. Ce mouvement-là aussi raconte quelque chose, justement, de cette ambiguïté de l'État français. Enfin, plus qu'ambiguïté, cette culpabilité de l'État français. Et c'est intéressant aussi de voir les conséquences de cela sur les familles, sur les intimités, et sur, encore une fois, cette jeune enfant qui a été accueillie, puis qui a été raflée, déportée, et qui ne pouvait plus rester sur ce territoire. Est-ce que pour le reste de la famille, il y a eu un sentiment d'abandon ? Dans la fiction, en tout cas, oui. Et je pense que et son frère, donc le grand-père du narrateur, qui n'a plus de contact avec sa sœur parce que lui a été caché en fait pendant la guerre et lui n'a pas été raflé. Oui, il y a une séparation radicale qui s'est passée juste après-guerre, où elle est partie, elle a coupé tous les ponts avec les quelques survivants et notamment son frère. Et puis encore une fois, vient la question des générations et comment 3 générations après, quel lien peut-on avoir avec une grande-tante qui a décidé de partir, qui a décidé de couper tous les ponts. Et dans quelle mesure doit-on respecter aussi cela ? Parce que l'un des autres sujets du roman, c'est comment un silence doit aussi être respecté, parce qu'on a besoin d'entendre, on a besoin des témoins, on a aussi besoin de leur silence d'une certaine manière, et de le respecter. Oui, d'ailleurs, elle reviendra, cette grand-tante Rosa, pour l'enterrement de son frère, du grand-père, Voilà. et elle ne parlera toujours pas à ce moment-là. Non, c'est la seule fois où Samuel va la croiser. Dans la loi juive, quand on sort d'un cimetière, on doit se laver les mains. Et c'est au moment de se laver les mains, sous le robinet avec l'eau gelée, il regarde à côté de lui, Samuel, et il voit un avant-bras avec se dénuder, un tatouage, et reconnaît sa grand-tante à ses larges épaules. C'est la seule fois où il la verra, en tout cas en vrai, parce qu'il l'a vue beaucoup en songe. Et elle ne lui parlera pas. Voilà, mais il lui écrira et il entendra surtout ce témoignage de cette dernière radio. survivante rescapée d'Auschwitz à la radio, cette tante Rosa qui ne parlera pas de ses frères, de sa famille, d'ailleurs au moment où elle témoigne. Le témoignage est très court. Mais voilà, en fait, dans l'intimité, elle raconte des choses à son petit-fils, à son petit-neveu en tout cas. Sur scène, par contre, elle est là pour raconter l'histoire des autres, de ceux qui n'ont pas pu survivre. Et sa propre histoire, elle va faire que l'énumérer. Elle va l'arrêter à l'entrée des camps. Le reste, elle ne peut pas le raconter. Et en fait, l'idée, c'est de faire revivre tous ces gens qui ne sont pas revenus pour témoigner. Parce qu'on parle des derniers témoins, on parle des témoins en général, mais combien ne peuvent pas témoigner, combien d'histoires inconnues. Et elle est là pour rapporter toutes ces voix-là. Et sa propre histoire, elle le garde pour elle parce qu'elle a survécu à un prix. Et ça, elle ne veut pas en témoigner comme ça publiquement sur scène. Et ça, elle le réserve à sa famille, à son petit-neveu, pour que lui puisse transmettre à la génération qui arrive. Voilà, la culpabilité des survivants, des rescapés. On va découvrir avec vous, Sébastien Thème, le travail d'une professeure qui a mis cette question de la mémoire au cœur de son enseignement. Oui, c'est la professeure, femme de lettres, Cécile Ladjali. Elle est responsable du programme Baudelaire à la Fondation Robert de Sorbonne à Paris, une fondation à but non lucratif et un établissement d'enseignement supérieur. Les élèves qui jouissent de cet enseignement vont cette année publier un texte de Monique Walkenstrauss, Rescapée de la barbarie nazie, une aventure éditoriale qui avait lié les élèves et cette femme de 86 ans qui raconte pour raconter sa vie, les horreurs et les atrocités de ce génocide. Au fond, ces mémoires dont les élèves de ce programme Baudelaire deviennent les dépositaires. Cécile Ladjali nous raconte comment ce mot de mémoire est accueilli par ses élèves. Les étudiants du programme Baudelaire perçoivent cette notion de devoir de mémoire avec beaucoup de sérieux, beaucoup d'intérêt. Ils se rendent régulièrement au Fonds Shoah, en la bibliothèque Elsa Triolet, dans la ville de Bobigny, pour établir le texte de Monique Walkenstrauss, rédiger les notes de bas de page et les documents qu'ils vont placer en annexe. Monique leur a généreusement confié ses souvenirs de famille, des cartes d'identité, des lettres. Ils vont, en avril prochain, le 12 avril, exposer leurs œuvres élaborées avec le professeur d'art plastique autour du texte de Monique, toujours. Ces œuvres vont être exposées en la gare de déportation de Bobigny. Et puis, à cette occasion, ils prononceront une conférence pour parler du devoir de mémoire, justement. Monique sera là, évidemment, et il publie régulièrement dans la revue NRP des textes relatifs à cette notion de mémoire tellement indispensable. C'est une notion très, très abstraite,
que celle de la mémoire. Et autour de Monique, qui vient nous voir dans la classe, cette notion s'incarne, a un visage. La plupart de mes étudiants sont musulmans et vous imaginez bien la force d'un tel dialogue. Joachim Schnerf, est-ce que la publication de votre livre vous a fait rencontrer des jeunes lecteurs, des jeunes lectrices, et qu'est-ce qu'ils ont reçu de ce livre? Oui, alors j'ai pu participer à plusieurs événements, et au Mémorial de la Shoah, la semaine prochaine je vais au Cercil, etc. Et c'est vrai qu'à la rencontre des plus jeunes, on réalise même dans leurs yeux, en fait, la nécessité du travail de transmission, parce qu'il y a des gens, des gens qui ne connaissent pas, qui n'ont pas lu autant que, voilà, peut-être que Chloé ou moi-même, parce que moi, c'est vrai que j'étais débordé par toutes ces histoires. J'ai eu l'impression d'être même dans un tourbillon de témoignages. On assimile beaucoup de choses, de grands textes, des témoignages, des gens qu'on rencontre. Et voilà, tout le monde n'est pas passé par là. Et c'est notre devoir alors non pas de synthétiser, mais d'apporter cette connaissance-là au plus grand nombre. Ça, c'est une chose. Et aussi, je pense, en tant que lecteur, en tant que simplement personne qui faisons circuler les textes, il y a encore des témoins, des témoignages à faire circuler. Je pense par exemple à Isabelle Choco qui publiera un témoignage en janvier, voilà, que j'ai pu lire, et on essaye comme ça de contribuer à la connaissance, à la circulation de la connaissance de cette époque-là, parce que comme le disait Cormand, c'est un travail infini en fait, c'est un travail continu infini, et y compris auprès des jeunes générations, où c'est vraiment essentiel de donner cette connaissance-là à travers nos travaux, évidemment. Chloé Corman, parmi les sœurs Kaminski, vous avez notamment rencontré, vous le racontez, André à l'été 2020, alors que la pandémie connaissait un petit répit en France. Vous dites que vous ne pensiez pas qu'elle vous ouvrirait sa porte avec autant de grâce. Et elle vous a raconté son vécu, elle vous a raconté toutes ces histoires. Alors il y a eu récemment une petite polémique, hein, parce que ces sœurs Novodorsky, de leur vrai nom, qui ont inspiré les sœurs Kaminski dans votre roman, se sont senties dépossédés de leur récit, de leur vie, de leur histoire. Vous les avez rencontrés, vous avez recueilli leurs témoignages, vous en avez fait un roman, et vous étiez sincère, on l'imagine totalement dans cette démarche, mais ça pose quand même la question du travail du romancier, jusqu'où il peut aller, hein, en se réappropriant l'histoire vraie des autres. Cette question de la réception, en fait, qu'on interrogeait par les lecteurs aussi. Oui, et un mot aussi sur les ateliers de Cécile Ladjali, parce que j'ai fait beaucoup d'ateliers et publié des textes avec des adolescents, euh, de témoignages sur eux-mêmes aussi. Euh, Quant aux témoignages que j'ai recueillis des survivantes, c'est bon, surtout l'aînée en fait. L'aînée m'a beaucoup parlé. J'ai passé beaucoup de temps avec elle, et ça a été une relation très très forte, avec une personnalité qui n'était pas seulement marquante pour les faits de son adolescence, mais au présent, la femme lumineuse qu'elle était. Et donc je conçois qu'il puisse y avoir un trouble à se voir représenté dans un livre qui ne fait pas le récit de la même façon qu'on le fait soi-même. C'est pour ça que j'ai consenti à changer les noms, parce que je pense qu'effectivement, on a on peut avoir sa propre façon de raconter, et là, c'est autre chose. C'est autre chose aussi parce que mes petites cousines, elles sont plus là pour témoigner. J'ai pas entendu leur voix, je ne sais pas ce qui s'est dit entre elles, et il y a aussi un espace, et aussi c'est parce que, vous le disiez, c'est une histoire d'enfant. J'ai fait de la place à de la fiction, que je ne présente. Alors, c'est jamais de la fiction présentée comme à la place du vrai, mais plutôt comme possible, comme disant là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et j'ai fait appel à mes souvenirs d'enfance pour dire une scène entre l'aîné des petites Corman et son propre père. Il y a des choses inventées aussi pour mettre au cœur de la forme de ce livre la forme de la pensée des enfants. Et c'est le choix du romancier et de la romancière. Chloé Corman, Les Presque Sœurs, votre roman apparu en cette rentrée au Seuil. Joachim Schnerf, Le Cabaret des Mémoires, est publié chez Grasset. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous en parler. 2 livres contre l'oubli. Tout de suite à 13h25 sur France Culture, c'est les quadritèmes de Charles Dantzig.